On a tous vu d'innombrables vidéos de chars d'assaut touchés par divers systèmes anti-chars. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui arrive réellement à l'équipage à l'intérieur quand ça se produit? Évidemment, ça dépend de l'arme utilisée et du point d'impact. Et certains chars offrent à leur équipage de meilleures chances de survie que d'autres. Mais parfois, les résultats sont vraiment troublants, surtout pour les équipes de récupération. On va maintenant vous raconter comment ça se passe avec le T-90, le char censé être la fierté russe, à travers son histoire plutôt mouvementée. Alors, commençons logiquement pour que vous ayez une vue d'ensemble et que vous ne vous perdiez pas avec tous ces chars appelés par la lettre T suivie de numéros. Dans les années 1960, l'Union soviétique a introduit le char de bataille principal T-64 avec des caractéristiques considérées comme avant-gardistes pour l'époque, comme le canon à âme lisse de 125 mm, un système de chargement automatique, un blindage composite et un système de conduite de tir avancé. Ce fut un véritable choc pour le monde quand il est apparu. Cependant, bien que moderne et performant, c'était un vrai cauchemar à produire et à entretenir en raison de sa complexité et de son coût. Pour cette raison, seul un nombre limité a été réservé aux unités d'élite qui seraient bien formées pour utiliser un char aussi sophistiqué, tandis que les conscrits ordinaires recevaient quelque chose qui vous rappellerait un T-34 de la Seconde Guerre mondiale. Sauf qu'au lieu de 34, c'était 72. Le T-72 avait la même configuration générale et le même canon, mais il était simplifié pour faciliter la production, la formation et l'utilisation avec une technologie plus basique et moins sophistiquée. De cette façon, il était produisible en masse et moins coûteux, destiné aux unités de conscrits ordinaires et conservé au cas où un autre conflit mondial majeur éclaterait, nécessitant la production de milliers de chars en peu de temps. Ensuite, on a le T-80 qui était une tentative d'améliorer le concept sophistiqué du T-64, mais de le faire vraiment fonctionner. Il a introduit un moteur à turbine à gaz qui lui donnait vitesse et accélération, ainsi qu'un blindage et une technologie améliorée. Mais là encore, ce n'était pas le bon choix parce que la turbine consommait trop de carburant et était encore une fois coûteuse à entretenir, etc. Donc, le T-80 était comme le T-64, réservé aux unités hautement prioritaires en nombre limité. Au milieu des années 1980, l'armée soviétique avait un vrai cauchemar logistique parce qu'elle possédait 3 chars différents. Et bien qu'ils partagent la même configuration, ils nécessitaient tous des pièces, des munitions et des équipages spécifiquement formés, ce qui rendait leur utilisation conjointe cauchemardesque. En plus de ça, un autre défi est survenu car la guerre froide a montré l'importance de la technologie moderne. Les versions exportées n'ont pas aidé non plus, car des modèles légèrement déclassés du T-72 ont été utilisés par d'autres nations et ont rencontré des armes anti-chars modernes. Ils ont montré à quel point ils étaient vulnérables face aux nouveaux systèmes de roquettes, ce qui a conduit à cette légère tendance du T-72 à faire sauter sa tourelle, quelque chose que vous avez tous vu. Donc maintenant, si cela vous paraît logique, les soviétiques voulaient un seul char de bataille principal qui combinerait les éléments fonctionnels des T-64, T-72 et T-80 en un seul véhicule avec des pièces, des munitions et des équipages standardisés. Ils ont répondu avec 2 voies proposées, l'une étant l'objet 188, un T-72 lourdement amélioré avec des systèmes modernes, un blindage réactif et des contre-mesures électroniques, et l'autre étant l'objet 187. Celui-ci serait une conception entièrement nouvelle avec des changements radicaux de la coque, de la tourelle, du moteur et du canon. Bien que prometteur, c'était un pari risqué dans les temps instables de l'Union soviétique. Les prototypes de cette nouvelle conception sont arrivés en 1990. Mais en quelques mois, l'Union soviétique s'est effondrée. La Fédération de Russie nouvellement formée, avec seulement 2 usines de chars en activité, a choisi l'option la plus sûre et déjà familière. Cette option était essentiellement d'injecter des stéroïdes au T-72. Ce T-72BM modernisé a été rebaptisé T-90 pour lui donner un nouveau départ, bien qu'il s'agisse essentiellement du même char avec de nouvelles améliorations. Néanmoins, il était maintenant enfin standardisé, rendant la logistique un peu moins cauchemardesque. Il a bien sûr hérité de la conception classique du T-72, un chargeur automatique, un équipage de 3 hommes, un profil bas couvert de blindage réactif explosif Contact 5 et ce système de brouillage infrarouge. Il utilisait des récepteurs d'alerte laser et des lance-grenades fumigènes pour contrer les missiles anti-chars guidés.
Et c'était ses yeux rouges qui donnaient l'air cool que vous pouvez voir ici, lui donnant l'apparence d'un Terminator. Ils ont également essayé de mieux protéger les munitions car ils étaient bien conscients de ce qui se passe avec les obus stockés à découvert pour le canon principal en cas de pénétration du blindage. Et vous allez voir à quel point ils ont réussi dans ce domaine dans un instant, parce qu'ils allaient bientôt avoir de nombreuses occasions de le tester, malheureusement pour leurs équipages. Maintenant, avant d'aller plus loin, nous devons mentionner les leçons apprises quand les commandants russes ont ordonné à des colonnes de T-72 et T-80 de pénétrer dans la ville de Grozny pendant la première guerre de Tchétchénie en 1994. Ils ont été accueillis par des équipes de RPG positionnées dans toute la ville en ruine, sur plusieurs étages de bâtiments dans des rues étroites, où ils ont tendu des embuscades et criblé les chars russes piégés dans des zones de mort depuis toutes les directions. Les pertes en chars ont été horrifiantes. Et ce fameux effet boîte à surprise a été démontré à grande échelle lorsque le jet de métal liquide de la charge creuse d'un RPG a pénétré le blindage latéral ou supérieur plus fin, a enflammé les munitions et les charges propulsives stockées à découvert dans le carrousel du chargeur automatique et a envoyé la tourelle dans l'espace. Mais comment pensez-vous que le T-90 allait résoudre ou du moins tenter de résoudre ce problème ? Vous voyez, le T-90 n'était pas là lors de la première guerre de Tchétchénie, il a donc été épargné de l'humiliation que le T-72 et le T-80 ont subi. Mais en 1999, les combats se sont étendus au Daghestan avec l'éclatement de la seconde guerre de Tchétchénie et la Russie a détourné quelques T-90 nouvellement construits, initialement destinés à l'exportation, pour tenter leur chance là-bas. La production avançait à pas de tortue car le pays était en crise et en 1998, seulement environ 150 chars étaient entrés en service. Il était rare d'en voir un sur le champ de bataille, mais ils ont profité de cette opportunité pour le tester au combat. Après quelques engagements violents, il y a eu des cas enregistrés de T-90 recevant 7 impacts directs de RPG et continuant à combattre sans broncher, ce que les Russes ont bien sûr utilisé pour leur propagande. Cependant, les analystes occidentaux ont affirmé que les combattants tchétchènes avaient appris à vaincre le blindage réactif explosif Contact 5 en frappant à plusieurs reprises le même endroit avec plusieurs équipes de RPG, tendant une embuscade à un char, à la fois jusqu'à ce que le blindage principal soit dépouillé de ses blocs de blindage réactif explosif et redevienne vulnérable. Donc, oui, il était plus difficile à détruire, mais loin d'être invincible, surtout lorsqu'il était envoyé dans les villes sans soutien d'infanterie approprié, comme les commandants russes avaient tendance à le faire pour une raison quelconque. Le T-90 a vu l'action en Syrie en 2015, et il y a une vidéo largement diffusée d'un T-90 prenant un coup direct d'un missile Tao sur sa tourelle et survivant, probablement grâce au blindage réactif explosif qui a dévié la charge explosive. Mais quand même, personne n'aurait pu imaginer ce qui se passerait en Ukraine quelques années plus tard. Ces résultats mitigés ont convaincu les Russes de perfectionner davantage la conception. Le T-90 avait maintenant un moteur diesel légèrement plus lent mais plus économe en carburant, développant environ 850 puis plus tard 1000 chevaux, mais il souffrait toujours de la même marche arrière notoirement lente d'environ 4 km/h. Il a conservé le canon à âme lisse de 125 mm qui pouvait tirer les mêmes munitions et même des missiles tirés depuis le canon. En 2012, la Russie a arrêté la production de T-90 et a essayé de se concentrer sur une nouvelle génération de chars. Mais une décennie plus tard, seuls des prototypes et des conceptions ratées avaient été réalisés. Donc le T-90, de manière imprévue, était resté le principal char moderne de la Russie. En 2020, le modèle le plus récent est entré en service avec un blindage amélioré, une cage pour la protection aérienne, du moins en théorie, et d'autres améliorations du système de conduite de tir, de la stabilisation du canon et d'autres caractéristiques. Mais ensuite est venue la guerre en Ukraine et une autre humiliation pour les chars russes. Pour être honnête, ce n'était pas seulement les chars russes. Les chars ukrainiens et les Abrams et Léopard fournis par l'Occident n'ont pas non plus brillé dans leur performance. Ce n'était pas dû aux chars eux-mêmes autant qu'à l'évolution du champ de bataille et des armes modernes. Vous voyez, le jeu du chat et de la souris évolue toujours. Quand le blindage réactif explosif a été introduit, des charges en tandem ou des RPG à attaque par le haut ont été conçus pour le vaincre. Ensuite, le blindage a été amélioré à nouveau pour contrer ceci. Puis sont arrivés les drones.
Des cages ont été montées en réponse ainsi que des dispositifs de brouillage. Mais ensuite sont arrivés les drones à fibre optique qui pouvaient frapper avec précision le point faible non protégé avec une extrême précision. Maintenant, des techniques de l'époque de la Seconde Guerre mondiale sont ravivées avec des rondins, des sacs de sable, des plaques métalliques, des cages et d'autres blindages improvisés empilés sur les chars pour donner une certaine distance entre les RPG et le blindage principal, mais toujours incapables de fournir une réelle protection. C'est un jeu mortel sans fin, comme on peut le voir au mieux dans la guerre d'Ukraine, où il semble que les chars soient obsolètes sur le champ de bataille moderne. Mais est-ce vraiment le cas? Vous en serez juge une fois que vous réaliserez ce qui arrive à l'équipage à l'intérieur. Comme vous le savez peut-être, le chargeur automatique du T-90, similaire au T-72 et aux autres, est un carrousel rotatif sous le plancher de la tourelle où 22 obus pour le canon principal sont stockés. Ils sont stockés en deux parties, ce qui signifie que les charges propulsives et les projectiles sont séparés. Des obus supplémentaires, parce qu'ils ne pouvaient pas tous tenir dans le carrousel du chargeur automatique, étaient stockés partout dans le char où il y avait de la place. Dans les premiers modèles, c'était environ 20 obus de plus, et seulement certains d'entre eux étaient effectivement dans des magasins désignés qui étaient quelque peu protégés du feu en cas de pénétration du blindage. Mais la plupart d'entre eux étaient à stocker où il y avait de la place. Donc si, ou plutôt quand quelque chose de chaud et d'étincelant traverse le blindage, le plus gros problème, ce sont ces charges propulsives, parce qu'elles sont beaucoup plus faciles à enflammer. Elles, comme la poudre est faite pour le faire, créent une énorme surpression et chaleur qui déclenchent une réaction en chaîne et activent toutes les autres munitions, dont la plupart sont hautement explosives. Cela résulte en une énorme explosion interne qui propulse la tourelle de 12 tonnes haut dans le ciel, comme si ce n'était rien. C'est l'effet boîte à surprise dont tout le monde parle, et dans ce cas, tout peut se produire en quelques secondes ou moins. Donc, il ne reste pas grand-chose de l'équipage dont on peut parler. Peut-être qu'au moins leur fin a été rapide, et peut-être même indolore. Mais ce n'est pas toujours le résultat d'un impact sur un T-90, et il y a de nombreux autres scénarios qui peuvent se produire. Maintenant, le T-90 a essayé de résoudre, ou du moins de réduire la probabilité de cet effet en stockant 8 à 10 obus supplémentaires dans une soute arrière avec des panneaux d'évacuation, donc il y a des munitions séparées de l'équipage. Cependant, le carrousel principal avec 22 obus prêts à tirer est toujours assis juste sous l'équipage dans la coque. Ils ont également ajouté des revêtements ignifuges et un blindage supplémentaire autour du carrousel. Il y a aussi des systèmes de suppression d'incendie, mais ils offrent au mieux quelques secondes à l'équipage pour évacuer si tenté. Les équipages ont essayé de réduire le risque en transportant moins d'obus lorsque c'était possible, comme aller au combat avec seulement 22 obus dans le chargeur automatique et aucun obus supplémentaire dans le char. Mais ce n'est pas toujours possible, et cela dépend de la distance et de la durée pendant laquelle vous devez opérer. Et 22 obus, ce n'est pas beaucoup pour des combats soutenus. Donc en fin de compte, les RPG sous toutes leurs formes sont aujourd'hui la plus grande préoccupation et le danger le plus courant pour tout char. Et tout RPG qui passe à travers le blindage est un grand signe que l'équipage ne va pas passer une bonne journée. Mais qu'en est-il des autres armes par lesquelles il pourrait être touché? Vous avez tous vu la vidéo d'un T-90 russe engagé par un véhicule de combat d'infanterie Bradley aux mains ukrainiennes. Sur le papier, le canon automatique de 25 mm du Bradley avec des obus perforants ne devrait rien faire au blindage épais d'un char de bataille principal. Mais quand il a effectivement commencé à marteler le T-90 avec des impacts répétés, il a endommagé l'optique et les commandes. La tourelle a commencé à tourner de manière incontrôlable. Le char s'est écrasé et s'est retrouvé coincé et l'équipage a abandonné le véhicule. Il a ensuite été détruit par un drone et 2 membres d'équipage ont été rapportés tués si les données sont correctes. Donc même en termes de combat char contre char, un petit canon de 25 mm peut neutraliser un T-90 avec un canon de 125 mm et un blindage épais s'il endommage les bons systèmes externes et l'optique. Ensuite, nous avons évidemment d'autres chars qui pourraient combattre le T-90. Le projectile le plus couramment utilisé dans les engagements char contre char est une sorte de munition perforante à sabot qui a une grande pénétration, précision et portée. Ce sont des pénétrateurs cinétiques, essentiellement de longues lances de métal très denses, généralement du tungstène ou de l'uranium appauvri. Et leur moyen de destruction est absurde. Vitesse brute et énergie. Celui-ci est assez intéressant.
Il transporte tellement d'énergie que lorsqu'il frappe, il vaporise le métal et projette un cône serré de fragments surchauffés et de particules métalliques dans la tourelle en un clin d'œil. Parfois, la tige traverse complètement et vous obtenez 2 trous nets, tandis que tout à l'intérieur est détruit, en particulier les choses molles et spongieuses, comme les corps humains. Parfois, elle se brise ou ricoche et crée plusieurs cônes de fragments. Parfois, elle se loge et déchiquette ensuite tout sur son passage. Les tiges d'uranium appauvries sont vicieuses parce qu'elles ont tendance à se cisailler et à garder un front tranchant, et elles peuvent créer de la poussière pyrophorique chaude et projeter des fragments létaux. Bien que ces projectiles n'aient aucune charge explosive et n'explosent pas d'eux-mêmes, l'intérieur du char ressemble à peu près à quelque chose qui a explosé après le passage de tels projectiles. Quand les équipages survivent à de tels impacts, même sans que le blindage soit pénétré, les armes anti-chars peuvent créer un choc violent à l'intérieur de la tourelle qui peut blesser ou même tuer sans que le char ait l'air endommagé de l'extérieur. Les tympans, les yeux et les poumons sont tous sensibles à cette pression soudaine, et des fragments peuvent se détacher de la paroi intérieure du blindage, même sans pénétration, inondant l'intérieur d'acier tranchant comme un rasoir. Chaque impact fait brûler les plastiques, l'isolation et les fluides en un nuage de fumée toxique. Les tiges d'uranium appauvries ajoutent une autre couche de poussière toxique fine qui se dépose dans les poumons et les yeux, quelque chose que vous ne voyez pas, mais que vous ressentiriez définitivement plus tard. Donc, un équipage peut avoir l'air bien en sortant, mais cela ne signifie pas qu'il est sans blessure. La plus grande peur de tous les équipages de chars est bien sûr le feu. Et c'est peut-être encore plus craint que l'explosion. Une explosion interne est instantanée et définitive. Mais le feu est quelque chose que vous auriez toujours à l'esprit en tant que tankiste, parce que vous seriez pleinement conscient de ce qui vous arrive dans ces derniers moments. Même si vous survivez en étant sorti, les brûlures et les cicatrices peuvent être pires que la mort. C'est pourquoi les tankistes craignaient toujours le feu, parce qu'il est assez lent pour vous faire comprendre chaque seconde de celui-ci. Et parfois, vivre ces secondes est le sort le plus cruel. Le T-90 est toujours là-bas à combattre aujourd'hui au moment où nous réalisons cette vidéo. Et sur le papier, il est toujours considéré comme un bon char, peut-être même le meilleur que la Russie possède. Mais il n'a jamais résolu le problème le plus important, celui qui décide si l'équipage s'en sort ou non. Chaque amélioration lui a donné de meilleurs viseurs, un meilleur blindage et de meilleurs moteurs. Mais les mêmes vieux dangers demeurent à l'intérieur.